BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles chaque semaine à De quoi je me mêle. Très heureux de vous retrouver. Peut-être que vous êtes en train de nous écouter ou de nous regarder. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Vous le savez, De quoi je me mêle le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Et dès le vendredi midi, en avant-première, eh bien, sur la chaîne YouTube de BFM Tech, mais aussi en podcast audio. Et puis, je vous rappelle qu'en podcast audio, vous avez quelques minutes supplémentaires. Voilà, pour vous remercier de nous écouter fidèlement chaque semaine. Avec au sommaire, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, on va s'intéresser à la Coupe du Monde de foot. Ça commence le 11 juin et peut-être êtes-vous dans la réflexion de vous dire tiens, je vais m'acheter une nouvelle télé pour profiter à fond des super images, peut-être même de la 4K, etc. etc. Eh bien, tout à l'heure, on recevra l'un des acteurs en fait, de ce monde de la télé, c'est Philips. Philips qui mise beaucoup, vous le savez, sur l'Ambilight, etc., etc. On découvrira leurs nouveautés, leurs stratégies avec un porte-parole de chez Philips qui sera là en deuxième partie. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien évidemment, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle et c'est parti. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Et bien sûr, le club de la presse IT pour commencer. On va revenir sur toute l'actu tech de la semaine avec ce soir, non pas un Nico, parce que ça faisait un peu, un peu chiche. Cette semaine, on est riche. On a deux Nicolas. Nicolas Guyot, mesdames, messieurs. Salut François, salut Nico. Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Tout va bien, mon Nico ? Ouais, on va pouvoir faire comme à la fac quand tu poseras une question. Non, mais ça, c'est cool. Voilà, je dirais Nico, ouais. Vous allez tous les deux là. Voilà. Parce qu'il y a un Nico, mais il y a le deuxième aussi qu'on est très heureux d'accueillir. Parce qu'il ne vient pas nous voir souvent. Il a un agenda de Tim Cook, si vous voulez. Donc peut-être qu'à partir de septembre, tu pourras venir un petit peu plus souvent. C'est même pas sûr. La retraite déjà. C'est même pas sûr. Nicolas Lelouch est avec nous. Salut Nico. Salut François, salut Nico. Journaliste donc à Numérama. Et puis que vous pouvez retrouver maintenant de temps en temps dans Télématin. C'est trop cool ce que tu fais. Aussi. Chronique tech. Voilà, trop bien. Voilà. Merci beaucoup. On va commenter de parler tech à tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça me fait d'autant plus plaisir que Nico, je l'ai connu tout petit. Il débutait dans la tech. Voilà, il était là avec son petit biberon, machin, l'iPhone 3, l'iPhone 4, etc. Et là, maintenant, il est sur Télématin, vous vous rendez compte ? Il s'être émancipé. Il est sorti du nid. Mais je reviens te voir et je sais que je te dois beaucoup aussi. Ça fait toujours plaisir d'être dans ton émission. C'est toi qui t'es fait. Voilà, tout seul. Merci comme beaucoup, un grand. François. Alors, on va parler de beaucoup d'actu et on va commencer par le Computex, qui est vraiment un rendez-vous alors hyper spécialisé, PC, puces, etc., etc. Ne partez pas parce que vous vous dites « Oh zut, ça commence mal ». Non, parce que c'est hyper intéressant. Il faut savoir que tous les constructeurs de PC y sont et ils ont annoncé pas mal de choses lors de ce Computex. C'était un Computex assez dynamique, je trouve, et notamment NVIDIA. On va commencer par ça. Jensen Huang qui a fait le déplacement. On ne présente plus Jensen Huang, qui est le roi du monde. On peut le dire. Voilà. Au-delà du roi de l'IA, c'est le roi du monde. C'est une méga star à Taïwan. J'ai vu des vidéos dans la rue, dans les restaurants, on l'arrête, les gens font des selfies. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a un an à l'occasion de Vivatech. J'étais en one-to-one avec lui pendant une demi-heure et c'est quelqu'un d'incroyable. Il mérite son aura, il mérite sa stratégie, etc. C'est un gars incroyable. Il récolte les fruits d'une stratégie. Mais bien sûr. Qui date d'il y a on parle souvent de ce mot résilience, un mot un peu qui a été galvaudé là. Mais ce gars-là, ça fait 30 ans qu'il ne démord pas et qu'il se dit mes chipsets un jour, ils vont diriger le monde. Et ça y est, c'est le cas. Voilà. Le mariage du chipset avec le software. Mais là, en fait, le train, on l'arrête plus là. Là, en fait, l'annonce. Non. Le TGV Jensen Huang va à 400 km/h. Voilà. Et là, vous êtes ceux qui essaient dessus, ils vont avoir du mal. Donc voilà, la grosse annonce, c'est leur première puce pour ordinateur portable. Donc ça fait 2 ans qu'on en parle, François. C'est pas, oui, voilà. Ça fait un moment que ça mûrit ce truc-là. Ils ont eu un peu de mal à la mettre au point, mais ça y est, elle est là, en partenariat avec Mediatek. Elle s'appelle RTX Spark Superchip. Et c'est un processeur ARM à la base, 20 cœurs, à lequel on a greffé une carte graphique, un GPU, un processeur graphique que vous retrouvez dans vos cartes graphiques. Équivalent d'une RTX 5070, ça donne un petit peu le niveau, c'est-à-dire le milieu de gamme d'aujourd'hui de ce qui se fait de mieux en carte graphique. Donc tu peux jouer avec sans problème.
peut jouer avec, mais c'est pas fait pour. À la base, c'est pas vraiment fait pour jouer. Non, mais si, accessoirement. Tu pourrais jouer avec. Voilà, il y a 6144 cœurs. Et en fait, l'objectif est une mémoire unifiée entre les deux unités. Donc en fait, c'est pour ça que c'était un peu long. C'est qu'en fait, il a fallu marier 2 puces dans une seule puce où on peut intégrer dans un ordinateur portable qui ne consomme pas plus que 80 watts. Alors, pour qu'on explique un peu, Nico, aujourd'hui, le marché du PC, et pendant des dizaines d'années, c'était Intel, AMD, d'accord ? Que ce soit les PC Tour ou les PC portables, on avait ou de l'Intel à 80% et AMD à 20%, avec qui était le maigre challenger, on va dire. Il y a 2 ans, c'est Qualcomm qui a mis un coup de pied dans la porte en essayant de rentrer avec ses processeurs Snapdragon qui étaient en fait modifiés avec Windows pour faire tourner les premiers PC sous Windows. Ça faisait 10 ans qu'ils essayaient. Il y a eu une première tentative en 2011-2012, mais le truc c'est qu'en fait, on ne pouvait pas utiliser sa Logitech habituelle, donc ça n'a pas marché. Oui. Voilà. On s'en souvient, c'était Microsoft qui avait sorti comment ça s'appelait ces trucs-là, Windows RT. Il y avait Surface RT. Voilà, les Surface RT, ce truc-là, mais alors qu'on a vu arriver en se disant, mais waouh, ça va pas marcher, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché du tout, parce qu'en fait, c'était un super OS, mais je rappelle que c'était sous Windows 8. Voilà. Et donc après, en 2017-2018, ils ont retenté un coup. Ça n'a pas marché. Et là, l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont retenté le coup. Et ça commence à prendre. Ça commence à être meilleur. Parce qu'en fait, ils ont la même approche qu'Apple. C'est qu'au lieu d'avoir qu'on appelle ça, recompiler toutes les applications pour l'OS, en fait, il y a un interpréteur. Nico, c'est du lourd, non, ça, quand même. C'est ce que tu dis, c'est que tu as ce duopole Intel-AMD qui était un peu challengé par Qualcomm, sauf que là, quand c'est Nvidia qui arrive, ça fait forcément beaucoup plus peur que Qualcomm. Donc je pense que pour l'industrie du PC, ça va provoquer un séisme. On est sur une nouvelle génération de puces. Vous avez raison tous les deux de comparer ça à Apple et à Apple Silicon, parce que le vrai point de changement dans l'industrie, c'est 2020. C'est le moment où Apple dit on abandonne les puces Intel dans nos Mac et on met des puces Apple Silicon. À l'époque, tout le monde rigole quand même. Il y a des doutes sur, d'ici 2-3 ans, ça sera peut-être bien, mais ça risque de bugger. La première génération, elle arrive, tous les tests sont unanimes. Le Mac, il a 3 fois plus de batterie qu'avant, il est plus puissant et il chauffe plus. Donc Apple réussit complètement son coup. Ça fait 5-6 ans que Windows essaye de se mettre à ce niveau-là, de rattraper justement tout ça. Et Nvidia a très certainement aujourd'hui la meilleure proposition. Donc c'est un peu l'équivalent de l'Apple Silicon, ce Nvidia. On peut le voir comme ça. Il y a plusieurs traits très communs. Une des forces des puces Apple Silicon, tu l'as dit Nico, c'est la mémoire unifiée. C'est le fait d'avoir une mémoire vive partagée entre le CPU, le GPU, le NPU, et donc ne pas avoir besoin d'avoir de mémoire virtuelle quand tu vas utiliser la carte graphique, etc. C'est pour ça d'ailleurs que les Mac mini sont en rupture de stock aujourd'hui, parce que pour les développeurs qui font de l'IA en local, un Mac mini avec sa mémoire unifiée, tu lui mets 32 Go de RAM, il peut l'utiliser partout. Et c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça que la RAM... Et Apple n'a même pas vu venir ce truc-là. Apple n'a même pas vu venir. Apple, on va peut-être en parler tout à l'heure, Apple qui est quand même très mauvais en intelligence artificielle générative depuis le début, ils ont la meilleure plateforme parce que leurs puces sont parfaites pour ça. Nvidia mise là-dessus. Nvidia va avoir la puissance de ses GPU dans des petites puces. Il y a un potentiel immense. Tu peux faire des PC portables qui vont avoir plus de batterie, qui vont être plus fins. Sur le jeu vidéo, tu vas potentiellement pouvoir faire tourner du GTA 6 dans 1 an sur un ordinateur aussi fin qu'un MacBook Air. Donc, tu as quand même un potentiel avec des performances graphiques. Ça ne sera pas un PC gaming. Non, ça sera quand même... mais ça fera la blague. Oui, ça fera la blague. Ça ne consommera pas forcément énormément. L'objectif, c'est qu'au-delà de la mémoire unifiée, c'est que vous avez un calculateur pour l'IA. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire tourner en local vos propres modèles. C'est-à-dire que vous allez garder vos données, elles ne vont plus partir dans le cloud, etc. Mais par contre, ça demande énormément de puissance de calcul. Et de mémoire aussi. Donc, puissance de calcul, mémoire. En fait, Nvidia coche toutes les cases. Et la troisième case que tout le monde oublie, c'est la partie software. Parce que moi, Nvidia, pour moi, là où ils sont numéro 1, c'est sur le software. Tout le monde oublie ça. Mais vous pouvez faire les meilleures puces de la planète. Il y en a un sur le marché. Si tu n'as pas ce qu'il faut pour les orchestrer. Concrètement, Qualcomm, ils ont des bonnes puces, mais ça ne tourne pas très bien sur Windows. AMD, ils ont aussi... Mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la partie software. Et ça, on le connaît, c'est historique. Par exemple, quand Nvidia est arrivé sur le marché des cartes graphiques, c'est grâce à leurs drivers qu'ils ont pu prendre tout le marché. Parce que leurs drivers sont super solides. Ils vous amènent des nouvelles features. Les développeurs n'ont pas de bricoler. Et c'est la même chose pour l'IA. Et c'est
génial en fait. C'est là-dessus où ça va vraiment avoir un boost. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Jensen Huang dit on est en train de créer. Moi, j'aimerais bien avoir mon R2D2 à la maison, c'est-à-dire que au lieu de tout le temps questionner une IA dans le cloud, où que je sois, je pourrais en fait discuter avec mon PC qui sera en quelque sorte mon IA dans son silo, en quelque sorte, et je pourrais lui demander n'importe quoi. Modifie mon Excel, fais-moi ce PDF, réponds à mon mail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ping sur des réseaux, sur du cloud, sur des serveurs. Et bien là, on pourrait avoir un PC central chez nous, comme un NAS en quelque sorte. Un mini PC, un mini PC qui régirait en fait toute l'intelligence dont on a besoin. C'est ça, on a sorti une vidéo sur Numérama cette semaine avec un titre un peu ironique en mode c'est la fin du PC et personne ne s'en est rendu compte parce que ce qu'on a cette semaine avec l'annonce de Nvidia et en même temps la Microsoft Build, c'est vraiment la transition de l'ordinateur personnel qu'on utilisait en étant derrière son clavier, derrière son écran, vers cette ère des ordinateurs toujours connectés, reliés à une intelligence artificielle qui traite les données à notre place. Et Nvidia, finalement, c'est la pièce maîtresse de cette équation parce qu'ils vont amener la puce, ils vont amener le logiciel, ils vont amener les modèles open source qui peuvent travailler à la fois en local, à la fois sur le cloud. C'est eux qui aident toute l'industrie avec les serveurs, etc. Et ils sont en train de préparer vraiment l'ordinateur de demain où concrètement, ton PC, le matin, il fera automatiquement les tâches pour toi. Tu pourras lui donner différents ordres, avoir différents agents qui fonctionnent en parallèle. Alors, bon, l'idée de l'IA locale, moi, j'y crois, parce qu'évidemment, ça fait partie du futur de l'ordinateur, mais ce n'est pas forcément le truc principal, quoi. L'IA locale ne va pas remplacer complètement les usages cloud qui sont plus puissants et qu'on voit de plus en plus se développer. Tu te rends compte si dans 5 ans... on a, enfin je sais pas, il y a 30% des gens qui, au lieu de pinguer les ChatGPT, les Claude, etc., le font en interne. C'est-à-dire que la gestion de tes fichiers se fera en local. Par contre, l'exécution de tâches plus compliquées pourra passer par des serveurs. Mais le fait d'avoir un ordinateur plus endurant qui ne consomme pas de batterie fait que ton PC avec une puce Nvidia RTX, tu peux le fermer et il va continuer de travailler en arrière-plan. Demain, tu as des PC avec de la 5G qui vont sans doute se développer. Pareil, ils vont continuer de faire des choses tout le temps. Donc, on revient un petit peu à l'informatique qu'on a connue dans les années 80-90 où on a récupéré la puissance de calcul en local. C'était ça aussi, la révolution de l'informatique grand public. C'est qu'en fait, il n'y avait plus besoin d'avoir un accès à un serveur. Aujourd'hui, on a toujours besoin d'un accès à un serveur. Nicolas, tu as fait raison. On a toujours besoin d'avoir accès à Internet, etc. Mais effectivement, il y a énormément de choses que tu pourras faire sur place. On gagne une indépendance, une indépendance technologique. Protège tes données. Ça, c'est super important. Bien sûr. C'est plus important. Enfin, protéger tes données, sauf si quelqu'un arrive à rentrer dedans. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ça sera toujours connecté, finalement. Tu gardes la main sur tes données. En fait, sur tes données tu gardes la main sur tes données. C'est tout le plus important. Là, tu sais qu'au moment, tu n'as personne qui va s'entraîner avec tes données dans un cloud de l'Arizona. Tu vois, je ne sais pas, ça peut être un autre... ça peut être ailleurs. Ça peut être ailleurs. Mais pour moi, il y a quand même deux petits freins. Il ne faut pas non plus... voilà, c'est le début d'un truc pour Nvidia. Le processeur, ça fait 2 ans qu'ils essaient de l'accrocher à la partie graphique pour l'IA. Ils ont eu beaucoup de mal. Donc là, c'est une première génération qui sort. Je pense que la deuxième sera encore meilleure. Parce que la partie processeur tout court, CPU, qui fait tourner l'OS, les applis, etc., c'est pas, on va pas dire, c'est pas foufou. Hein. C'est vainqueur en ARM. Je pense qu'il y aura des benches. Je pense qu'ils vont se faire taper sur la partie... Non, mais ils commencent en fait. Voilà, mais ils commencent. Et on sait très bien la vitesse où ça va aller, parce qu'ils ont une feuille de route. Et le deuxième point, moi, par contre, c'est le point qui risque d'être plus compliqué, c'est Windows. Moi, perso, j'ai du mal à y croire. Je pense que... Il y a Windows avec Nvidia ou Windows en général Windows avec ARM, quoi. J'ai du mal à y croire parce qu'on voit qu'il y a eu énormément d'efforts avec Qualcomm. Ouais, alors moi, j'ai un PC que je teste depuis plusieurs mois. Sous processeur ARM, Nvidia, Qualcomm, Snapdragon. Au début, c'était une galère, en fait. Il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas. Et là, aujourd'hui, en fait, ce PC, tu ne me dis pas que c'est de l'Intel ou du Snapdragon, je ne le sais pas. Il est performant, il est rapide, l'autonomie est intéressante. Elle n'est pas aussi bonne que les Mac, par exemple, parce que je pense que ce n'est pas encore véritablement optimisé. Mais les drivers sont stables. C'est une machine qui, pour les usages, on va dire, quotidiens, je ne joue pas avec. Là, voilà. Mais après... toutes les applis fonctionnent, tout fonctionne.
c'est Ouais. plutôt Le propre. problème, c'est souvent ça. C'est les gens qui veulent jouer ou qui ont des Ouais. usages très spécifiques. Ou, Mais je pense que globalement, si Microsoft met les moyens, bah oui. un peu comme Apple a fait Ouais, avec mais- Rosetta Et même si à l'époque. Nvidia met les moyens, Oui. enfin, on l'a vu cette semaine, tous les gros constructeurs ont annoncé on aura un ordinateur RTX Spark en fin d'année parce que Bah là, il y en Nvidia, a- première capitalisation mondiale au monde, dès qu'ils touchent quelque chose, ça devient de l'or. Tout le monde veut s'associer à eux. Donc Il y a c'est pour ça que je 40 donne marques, GTA hein, en qui s'associent exemple. Avec, c'est que- avec Nvidia, 40 marques. Mais il y a Ouais. 40 marques, Il y a il y a huit- les, il y en a huit les près. nouveaux jeux, les jeux là, les 007 First Light, Ouais. super jeu qui vient de sortir, bah, ils annoncent compatibilité RTX Spark au lancement. Enfin, tout le monde va avoir envie de travailler avec Nvidia et d'avoir une compatibilité mais il va y avec avoir du Nvidia. boulot. Donc, ils vont accélérer les Il va y avoir choses. du boulot. Je pense Et- que Nvidia va faire une grosse partie du boulot, mais il faut que Microsoft se mette au niveau de Nvidia. Oui, c'est certain. Bah, moi, je suis. Voilà, pour Moi, moi, il y a- Mais je pense suis que quand même Microsoft rassuré. a dû se rendre compte de Oui, l'enjeu et aussi. et parce perso, que... je suis rassuré par la conf Microsoft de cette semaine. Je trouve qu'ils ont pris la mesure de l'IA, de l'intégration des agents, le développement d'outils justement pour protéger les données. Comme tu dis, Ouais. le fait de... Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu demandes à un outil comme OpenClaw efface toutes les données de mon ordinateur, cet idiot, il va le faire. Il va tout effacer. Et là, ils ont vraiment annoncé des protections pour que les agents puissent faire des choses, mais en même temps protéger, mettre des garde-fous, protéger les dossiers, mettre différents niveaux de confidentialité. Donc, oui, sur cet aspect-là, Windows a presque de l'avance sur macOS ou sur Linux en termes d'intégration des agents. Donc, Microsoft va dans le bon sens. Tiens, puisque tu parles justement de cette conférence Build, Ouais. C'était une conférence qui était très technique, Très développeur. très B2B dans la stratégie Microsoft, parce qu'aujourd'hui Microsoft est une boîte B2B, à part Windows. Voilà, c'est un peu leur stratégie. Qu'est-ce qui ressort de ce qui a été annoncé, qui soit digeste, on va dire, Nico? Ce qui ressort, c'est vraiment, Satya Nadella l'a dit lui-même, c'est que le système d'exploitation Windows n'est plus la priorité de Microsoft. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle et l'intégration des agents. Donc en fait, tu as 2-3 volets là-dessus. Tu as à la fois l'intégration des solutions tierces, donc le fait de pouvoir brancher ton Cloud Code, ton OpenClaw, ton Codex directement à Windows et l'intégrer nativement avec le contrôle de tes documents. Tu as aussi un agent par Microsoft qui s'appelle Windows Scouts, qui du coup va faire les choses pour toi à ta place. Donc tu pourrais par exemple le programmer tous les matins pour te faire un résumé de tous tes mails, pour répondre à tes collègues sur Teams, tout ça. Mais ça va être géré nativement par l'ordinateur avec des modèles locaux, avec des modèles développés par Microsoft. Ça aussi, c'est intéressant. Jusqu'à maintenant, ils travaillaient avec OpenAI, tu sais, mais ils sont disputés avec OpenAI, c'est la fin de leur exclusivité. Du coup, ça y est, ils lancent des modèles par Microsoft. Donc ça aussi, c'est significatif. Et moi, le truc qui a le plus retenu mon attention, ça s'appelle le projet Solara. Et c'est une puce, en fait, pour connecter n'importe quel objet. Donc l'idée, c'est que ton badge d'entreprise, par exemple, dans le futur, il n'aura pas besoin d'une puce super puissante NVIDIA pour fonctionner. Il aura juste une puce qui va sur le cloud, qui le connecte à Internet, et que quand tu te déplaceras dans les locaux de BFM, tu pourras parler à ton badge et dire c'est où mon prochain rendez-vous, et il t'affichera sur l'écran la salle où tu dois aller. Et ça c'est clairement une vraie démonstration de ce que je décris comme la fin de l'ordinateur personnel. C'est-à-dire que l'IA va être tellement partout qu'elle va s'intégrer dans nos objets, qu'elle va s'intégrer dans nos bracelets, qu'elle va s'intégrer dans nos lunettes, dans plein de choses, et que tu n'as pas besoin d'avoir une puissance en local de feu de Dieu pour pouvoir faire de l'IA. Tu vas en avoir de plus en plus partout avec le cloud. Ouais, c'est intéressant. Ouais, franchement, c'était assez cool. Je trouve que la vision de Microsoft est bonne. Quand même, Pour moi, je trouve que Microsoft devient le IBM 2.0. Non, mais c'est vrai. C'est super ce qu'ils font pour une entreprise. Pour le grand public, je suis désolé. Moi, je préfère largement une conf Apple qui présente des trucs qui sont pas encore disponibles, mais en termes d'usage, ça y va, quoi. Non, mais pour le grand public, au moins, on comprend qu'une IA puisse nous rappeler qu'il y a des rendez-vous, que globalement, le billet d'avion, il faut le changer. Ça, je le comprends. Après, le problème, c'est que c'était très, très technique, cette build. Et surtout, dans l'ordre des choses, il commence par le côté développeur qui tabat, et après, il termine par le côté grand public. Donc, c'est pas facile à suivre. Je suis d'accord avec toi, je préfère suivre les confs Apple et Google que Microsoft. Mais Microsoft n'a jamais été, je veux dire, moi, j'aime beaucoup Microsoft, mais ça n'a jamais été une boîte hyper sexy en termes de com. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se voiler. Un peu sur les surfaces. Dans les années 2000, à l'époque de ouais, Vista, ok, dans les années 2000, c'était il y a 20 ans, Nico. Ouais, mais t'avais... Non, mais depuis... Bill Gates. Bill Gates, non, mais ok, les surfaces, d'une autre époque. Mais oui, là, aujourd'hui, Microsoft, c'est, on va dire, l'efficience, on va dire la performance, parce que c'est vrai que voilà, c'est plein de partenariats, etc. Mais c'est vraiment une boîte B2B. Et je pense qu'ils subissent un peu la toute puissance de Windows qui est installée sur 90, je sais pas, 15% des ordinateurs dans le monde. Ils ont ça, mais j'ai l'impression parfois que c'est presque un fardeau pour eux. C'est comme ils s'en détachent un peu. Voilà, là, ils s'en détachent un peu. Mais d'un côté, tu peux pas. Enfin, c'est une puissance phénoménale, le fait d'avoir
d'avoir la main quand même sur, je sais pas moi, 95% des PC qui sont dans le monde. François, rappelle-toi d'IBM, ils avaient l'IBM PC, ils en voulaient plus à la fin, on n'arrêtait pas de parler de ça. Ouais. Qui a pris la main sur le PC parce que en fait, c'était un des PC chez les gens, ça les intéressait pas. Voilà, c'est parce Mais que après, les gars, Microsoft, c'est une sorte de gros sous. Hein, mais tout ça. à part, bon, et encore la Xbox, on peut pas dire que ce soit un succès phénoménal. Mais à chaque fois qu'ils sont lancés dans le grand public, ça a été un bide. Hein, si tu vas bien voir Microsoft. Qu'est-ce qui a marché chez Microsoft en grand public? Windows Phone. Non, Non, mais sérieux. non, mais c'est vrai. Il n'y a pas eu de succès. Il n'y a pas eu de truc les de dingue. surfaces, un peu Xbox, ça a eu mais les son heure de surfaces, gloire, mais ça Les s'est surfaces cassé a toujours la été tête. hyper confidentiel parce qu'il fallait pas fâcher tous les constructeurs de PC qui Mais avaient c'est du des bons Windows. produits, les surfaces, quand même. Bien sûr. C'est ça, C'est presque des produits vitrines, si tu veux. Oui, tout à fait. Qui inspiraient d'ailleurs C'est parfois certains autres constructeurs. Tu vois, c'est ça qui est amusant. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que ça serait bien un peu qu'ils communiquent un peu sur le grand public en disant voilà, avec Windows, on va pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir, justement, avec Nvidia, dans le futur, faire plein de trucs. Je pense, etc. en tout cas, ça aurait été pas mal de prendre aussi la main un peu plus sur justement ce qu'ils veulent faire sur ARM, pour mettre un peu au moins une vision un peu plus claire pour le grand public. Quoi. Voilà, est-ce que globalement, demain, j'achète un PC ARM ou x86 ? Là, on voit les prix pour l'instant, c'est 2 000 à 3 000 euros. Il y aura plein de refs qui vont arriver. Hein. Je crois qu'ils en ont une quarantaine de refs. Il y a 8 ordinateurs portables qui sont annoncés. Avec Nvidia, je pense que ça c'est un beau programme. Hein. Sincèrement, ça dépoussière l'association Microsoft, Intel, qui effectivement est devenue très très poussiéreuse, on va dire, avec le temps. Et là quand même, il y a un truc parce que à la fois avec cette association, ils parlent à la fois au grand public via le jeu, via l'IA du quotidien, et aux pros parce qu'ils peuvent installer des agents et tout ça, tout en restant dans l'écosystème Microsoft. Juste un mot sur le Computex aussi. Acer a annoncé des lunettes connectées. C'est intéressant. Des lunettes connectées, alors 2 modèles. Comme quoi, là, on passe vraiment à l'ère des lunettes connectées. Hein. Visiblement, il y en a partout. Une paire de lunettes connectées qui ressemble un peu au Ray-Ban Meta, qui se connecte à votre téléphone et qui vous permettent de passer des coups de fil avec des caméras, etc. Bon, il n'y a rien de vraiment nouveau. Mais en revanche, il prépare un modèle avec 2 écrans intégrés dans les lunettes, en tout cas dans les verres, qui permettront d'avoir une vision stéréoscopique et de simuler des écrans immenses pour regarder des contenus, etc. Un peu comme le Vision Pro, mais à mon avis de moins bonne qualité. Mais c'est quand même des écrans OLED. Alors, elles sont un peu grosses, hein, ça fait un peu lunettes de ski, si vous voulez. Mais petit à petit, on se rend compte qu'on arrive à miniaturiser tout ça de génération en génération. Et si Acer s'y met, ça veut dire que les autres vont s'y mettre aussi, c'est clair. Et puis, dernière chose, moi aussi, qui est assez intéressante, c'est de voir que les constructeurs de PC traditionnels ont vraiment mal pris l'arrivée du MacBook Neo et répondent enfin à la proposition d'Apple en proposant, par exemple Dell, un PC XPS qui était plutôt les PC haut de gamme. Hein, chez Dell, les XPS, c'était vraiment des PC hyper bien finis. Eh bien, il y a un XPS qui sort à 799 €, 699 avec le prix étudiant, qui est peu ou prou, qui a les mêmes capacités que le MacBook Neo et qui en donne plus. Il a la reconnaissance faciale, il a le clavier rétroéclairé, il a un écran de 2,5K. Enfin, il a plein de trucs sympas, comme quoi ça fait réagir aussi le monde du PC, hein, cette arrivée du MacBook Neo qui visiblement est d'un succès incroyable. Ouais. Apple vend ça comme des petits pains. À tel point qu'ils galèrent avec le stock. Ils galèrent avec le stock, ouais. Il y aura une version 2 très rapidement. Non, mais pour moi, il faut qu'il soit encore moins cher même. Parce qu'en fait, quand tu es face à Apple, tu n'as pas le choix. Hein. Ouais. À prix identique, tu prends pas du... Et tout ça arrive dans un contexte dégueulasse. C'est-à-dire que le prix de la mémoire coûte une fortune. Enfin, s'il y a bien un moment où c'est compliqué de s'aligner sur un 699 ou 799, c'est bien maintenant. Surtout qu'Apple a l'avantage des puces de gérer parfaitement d'une main de maître sa production et de recycler les puces des iPhones il y a 2 ans dans des Mac, tout ça. Ce qui fait qu'en réalité, Apple est quasiment imbattable sur ce marché, en tout cas aujourd'hui. On en reparle si Windows s'améliore sur ARM et si Qualcomm peut recycler des puces Snapdragon et les mettre dans des PC et permettre à tout le monde de casser les puces. Et là, typiquement, ce Dell, c'est une puce Intel, tu vois. On reste sous du x86. Mais du coup, tu es sur du Intel plutôt entrée de gamme, là où Apple te propose une puce qui consomme peu de batterie, qui est puissante, qui ne chauffe pas.
et la qualité de fabrication Apple par rapport à l'environnement Windows en général est quand même très reconnaissable. C'est-à-dire que tu identifies un Mac un peu facilement. Donc pour moi, c'est bien que les prix baissent parce que ça offre des alternatives, mais il va bien falloir 1 an ou 2 avant de voir des PC vraiment s'aligner avec le MacBook Neo. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce XPS parce que visiblement, il est bien fini, il est en alu. Il a l'air. Je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est pas les trucs en plastique, les PC d'entrée de gamme à 600 balles que tu peux tordre comme ça. Là. Visiblement, ils essaient de copier le Neo. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup dans l'histoire du PC de PC pas cher. Et souvent, ils ont une image, c'est des PC en fait, pas cher, mais tu gardais pas longtemps parce que de toute façon, tu étais bridé, tu n'avais pas assez de mémoire vive, tu n'avais pas assez de stockage. On a déjà la mémoire vive, les premiers, c'est du 8 Go. Ouais. Excuse-moi, 8 Go. Sur Windows 8 Go sur Windows en x86. Voilà, non, mais voilà, donc le truc, c'est une fois de plus, il faut être moins cher qu'Apple et avoir un truc qui tienne la route. Ouais. Et c'est là-dessus, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Apple a frappé très très fort là. Allez, on enchaîne avec un autre sujet qui, vous allez voir, qui n'a rien à voir, mais qui est très drôle. C'est l'histoire de la Pixel Watch 5. Ouais. Alors vous dites, ok, bon voilà, une montre connectée, d'accord, c'est la nouvelle Pixel, ça va être cool, etc., etc. Sauf que, en fait, il y a tout un narratif derrière cette Pixel Watch 5, Nico, qui a été retrouvé au fond de la mer. Ouais, vous vous rappelez de l'iPhone 4 retrouvé dans un bar, le prototype d'iPhone 4, alors là on a encore plus fort. Mais Google est très fort en leak en général. En 2022. Il y avait eu mais il y a eu plein de leaks connus dans la tech, des oublis dans des avions, dans plein de choses. Mais là, c'est pas n'importe qui en plus, parce que c'est le fondateur du studio Gearbox, les jeux Borderlands, qui a un ami qui est en train de faire de la plongée, je crois que c'est à Saint-Martin, je vérifie pour pas me tromper, à Saint-Martin, et qui tombe sur une montre au fond de l'eau. Alors déjà... Improbable, moi ça m'est jamais arrivé de tomber sur une montre. Non mais c'est vrai. Il ramasse la montre, il la ramène, il dit tiens c'est une montre connectée. Je plonge, je vois même pas une épave et le gars il voit une montre. Voilà, lui il ramène, il dit tiens c'est une montre connectée. A priori le mec n'est même pas un gros fan de tech, mais du coup il contacte Randy en mode oui bah, toi t'es développeur de jeux vidéo donc tu dois connaître ce que c'est. Et il dit ouais c'est quoi ce produit? Et là il se rend compte que c'est la Pixel Watch 5 qui n'a pas été annoncée encore. Donc ça veut dire qu'un ingénieur Google qui testait probablement l'étanchéité de la montre et probablement des nouvelles fonctions plongée est allé faire de la plongée, a perdu la montre et quelqu'un l'a retrouvée. Mais la probabilité que ça arrive, qu'elle soit retrouvée est immense. Mais surtout, que quelqu'un retrouve une montre, c'est une chose. Mais que quelqu'un retrouve une montre et soit suffisamment geek pour arriver à reconnaître la future Pixel Watch 5 que moins de 1% de la population peut reconnaître. Et que le mec soit pote avec le fondateur du studio. Oui, c'est incroyable. L'affaire est alors, incroyable. Soit c'est incroyable, mais vraiment le hasard, je veux dire, faut jouer au loto, c'est un truc de dingue, soit Google est très malin en communication. Soit Google a dit, vous savez quoi, on va demander à Gemini qui nous raconte une histoire à la con et on va communiquer dessus, quoi. Je trouve que c'est quand même... Moi, au début, j'y croyais. En tout cas, moi, j'ai toujours des gros doutes. Hein. Des gros doutes. Ça fait 2,9 millions de... 4,3 maintenant. Je sais pas, c'est tellement gros, tellement... Ah ouais, c'est tellement immense que ça fait douter. Après, en fait, on a tendance à chaque fois qu'il y a un leak à penser que c'est volontaire, mais pour avoir souvent abordé le sujet avec les entreprises, en fait, ça les énerve, les leaks. Donc, y compris les équipes. Regarde le coup de com' que ça fait sur Google. Je comprends, mais en même temps, est-ce que ça les fait pas passer pour des clowns encore plus, comme à chaque fois, quoi. Donc, j'avoue, sur celle-là particulièrement, j'ai un doute parce que j'ai l'impression en fait qu'ils ont vraiment fait le truc. Ok, on a tout fait, on a fait le bar, on a fait l'avion, on a fait la personne bourrée, on a fait le vol d'information. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire le coup de la plongée sous-marine, avec un mec connu en plus qui est. Et dans 5 ans, on fera la Lune. Ça sera être jouable. Un cosmonaute, Artemis, a oublié la Pixel Watch 12 dans un cratère. Tu l'avais ravolé comme le pot de Nutella, tu vois. C'est quoi ça? C'est un Pixel 5. Mais elle n'est pas encore sortie. Un technicien qui l'avait, qui l'a testé. Je sais pas jusqu'où ça peut aller cette histoire, mais bon, moi j'ai envie d'y croire parce que je trouve ça très drôle, mais j'avoue que Google ayant un gros historique sur les leaks, l'année dernière ils avaient le leak était exceptionnel aussi sur les Pixel 10, c'était ils avaient fait un tournage de publicité sur une plage et donc du coup ces idiots ils avaient imprimé le storyboard de toute la pub avec toutes les images de ce qu'il fallait tourner un par un. Et en fait il y a des passants qui sont venus, qui ont zoomé dessus et qui avaient toutes les photos de la publicité en avance pendant le tournage de la pub, quoi. Et ça c'est génial, quoi. Il y a que eux pour inventer l'agence de com qui a fait ça, à mon avis elle a dû se faire un peu souffler dans les bronches. Je sais pas, mais en tout cas c'est très marrant et je trouve
je trouve ça génial que ça arrive toujours à En tout Google. cas, pour les mondes Google, là, on en parle. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Elle a intérêt à être à la hauteur, hein. Et Bah surtout, ouais, elle a non, mais intérêt à il y a être de- étanche. Elle a intérêt à Parce être que étanche. hein. si elle n'est pas étanche, là. Bah, j'espère qu'elle aura des fonctions plongées et que Google Et saura en rigoler évidemment. sur scène. C'est-à-dire qu'il Évidemment. dira, voilà, Et il y aura de l'IA aussi à l'intérieur, parce qu'on sait qu'il y a Bah, une sans puce doute. Snapdragon dernier modèle là, qui va pouvoir faire tourner de l'IA en local. Voilà. Et ça pourrait être annoncé quand Août. Alors, ouais. Août j'ai pas la date, mais août. On Avec, regarde les avec deux, le trois Pixel derniers. 11 et Ouais. tout ça, quoi. C'est la fameuse Google. Maintenant, ils ont deux grosses conférences annuelles. Google I.O. en mai et Made by Google, qui était Ouais. historiquement en octobre, Ouais, qui est décalé à août ils ont depuis avancé quelques temps. juste avant la Juste avant déferlante l'iPhone. Apple. Ouais, c'est ça. Ils se disent, on n'arrive pas Ils après ont pris- l'iPhone, on est Non, mais- avant l'iPhone. Ouais, Non. mais comme Samsung Ils- d'ailleurs. Ils ont Ça, pris la ça, place ça. de Samsung qui avait avancé pour. Samsung est passé à juillet et du coup, eux, ils sont en août. C'est incroyable, hein, tout le monde. En fait, Ouais, mais ça nous saoule en tant que journaliste tech parce que ça nous Ouais. tue nos étés. Ah, ça Mais bousille ça, l'été, quoi. Ah non, ça, c'est clair. Ce n'est pas vraiment leur problème. Ouais, quand tu reçois une invite Samsung, oui, vous pouvez venir le 12 août. Ouais, c'est exactement ça. C'était il y a quelques années. Alors Ouais. maintenant, ils font ça en juillet parce que ça c'est plus simple. Mais Maintenant, c'est Google. Maintenant, c'est maintenant, c'est Google. C'est Google. Google. Tiens, on parle d'Apple parce que la semaine prochaine va être chargée pour Apple. C'est lundi prochain, Ouais. donc dans quelques jours, que Apple commencera sa WWDC avec, comme coup d'envoi, vous le savez, la keynote. Évidemment, qui sera à suivre sur Clubic, sur Numérama, tu vas faire le déplacement, Ouais. mais aussi évidemment sur les médias de notre groupe avec dans Tech & Co, un Tech & Co spécial bien évidemment sur BFM Business dès 19h30 avec un résumé des annonces. Ça va être cool. Et puis sur BFM Tech aussi, bien sûr. Et là, cette année, cette keynote a vraiment une saveur particulière. On attend tout de cette keynote, en fait. Je veux dire que là, il faut que Tim Cook, dont c'est la dernière keynote en C'est plus, ça aussi. mette les petits plats dans les grands et en mette partout, non? Ah bah oui, non mais là ça va être sa dernière et surtout il va annoncer que Siri a enfin un cerveau quoi. C'est ça le truc. On qu'on espère. On espère. On a dit pareil il y a 2 ans. Parce que je vous rappelle Mais qu'il y a a 2 priori, ans, ça ouais, il y a non, 2 ans, ils mais nous non. avaient annoncé un Oui. cerveau pour Siri. Ouais, non mais là on y croit. Ils ont signé avec Google, c'est bon. Quoi. Ouais, ça devrait arriver. Là ça va dérouler là. Et là je pense qu'on va avoir le droit au grand jeu là. Moi, non, mais je pense qu'on va avoir le droit au grand jeu parce qu'il y a 2 ans ils avaient fait le grand jeu. L'année dernière ils étaient un peu en mode oh là. Oula. Ils ont calmé. Oula. la Ouais, dernière, ouais, ils on va étaient- faire une petite WWDC, histoire de Voilà. voilà. Mais ils avaient fait genre, regardez le nouveau design, on a Voilà. inventé le liquid glass, c'est du verre transparent, c'est magnifique, et comme ça, Ouais. personne parle d'IA. Quoi. Voilà. Et là, à mon avis, Hier, ils avaient quasiment pas parlé d'IA. Et ils ont eu raison. c'est oui, vrai. oui, et bien sûr. c'était Faut temps pas de le parler d'un bâton pour truc s'en qui est pas battre, prêt, hein. l'année dernière. Mais là, par contre, je pense qu'ils vont voir les vannes. Hein. Là, ça va. Ouais, là, ça va être AI, Ouais, on va entendre que ça. Mais en effet, les 2 keynotes qui arrivent chez Apple sont très intéressantes. Dernière de Tim Cook, première de John Ternus, Ouais. les nouveaux iOS et la vraie stratégie IA. Puis derrière, tu vas avoir les iPhones, le premier iPhone pliant, potentiellement des nouvelles catégories de produits pour la maison avec le nouveau Siri. Donc vraiment, on est sur de juin à octobre, là, Apple s'annonce Ouais. hyper décisif. Mais ouais, ça va être normalement ça va être vaste à couvrir. J'ai hâte d'y être. Donc tu pars à Cupertino, tout Bah, comme ouais. Melinda, Ouais, d'Avant comme Soulas, Melinda. qui bosse chez nous et qui sera là-bas aussi. On la retrouvera d'ailleurs en duplex. Donc keynote avec toutes les annonces, on va dire, d'intelligence artificielle. Ouais, logiciel aussi, c'est iOS Logiciel. 27, enfin, c'est quand même les trucs qui intéressent les gens. Exactement, et on peut imaginer qu'il y a prenne une grosse partie. Ça va être intéressant de voir comment Apple va lancer le narratif de tout ça. Ouais. Ça va être Notamment hyper vis-à-vis de intéressant. Google. Ouais. On sait que Google a travaillé avec eux, c'est officiel. J'ai même eu quelques petites indiscrétions à la Google I.O., donc je sais un peu ce qui s'est passé en coulisses là-dessus. Donc Google a un deal avec eux, ça va tourner sur les serveurs de Google. On quitte un peu le narratif, on fait tout en local et on fait tout sur nos serveurs en private. Cloud Compute, comme ils l'appelaient, ça va être chez Google que ça va se passer. Maintenant, a priori, ça sera un modèle Apple. C'est-à-dire que Google s'est occupé de l'entraînement du modèle, s'est occupé de faire ce qu'on leur a demandé de faire et de faire tourner le truc. Ouais. Mais ça sera pas C'est-à-dire que Gemini. le squelette, c'est Google, mais la chair, c'est Apple. C'est, quoi. en En tout gros, cas, c'est c'est pas ça. Gemini 3.5 Flash. Ça va être un cousin de Gemini entraîné à partir de Oui, oui, Gemini, bien un sûr, gros bien modèle pour les iPhones, mais ça sera du Apple. Donc, est-ce qu'ils vont citer Google? J'en suis même pas sûr. Il y a un monde où ça va être il y a un intéressant. monde. Moi, j'ai hâte Ou de s'il voir y a ça. un petit Gemini qui apparaît quelque part. tu vois. Alors, Gemini, à mon avis, c'est mort. Non, moi, je mais pense par pas contre, est-ce 2 qu'ils vont ans. dire by Google? Est-ce Non. qu'il va y avoir ça? Je suis pas sûr. Je pense que c'est aussi l'intérêt pour moi d'être sur place et qu'on va pouvoir en discuter avec eux. On fera des contenus vidéo sur Oui, bien Numérama, sûr, tout bien ça, sûr, bien sûr. pour raconter un peu les coulisses du nouveau Siri. Donc je pense qu'ils vont le dire en off. Mais est-ce qu'ils vont dire directement que c'est Google qui les a aidés? Je suis pas sûr. Donc
Le narratif est intéressant, les fonctions vont être intéressantes. Qu'est-ce qu'ils vont faire de différent par rapport aux autres et comment tu fais pour détourner 1 milliard de personnes qui utilisent ChatGPT tous les mois et les ramener sur Siri ? Alors que Siri n'a pas vraiment la meilleure cote de popularité. Qu'est-ce que tu changes d'autre dans l'OS pour intégrer l'IA Ils vont ouvrir un peu, il y aura accès à d'autres IA que l'IA d'Apple. On pourra choisir son IA. Alors après, à quel niveau ? Ça, je pense aussi qu'ils vont se conformer aux exigences européennes et réglementaires qui sont en train de se faire un peu partout. Ils ne peuvent pas proposer juste Siri, sinon ils vont se faire taper sur les doigts, ils ne pourront jamais le lancer en Europe. Ouais, ils vont anticiper ce qui peut arriver, effectivement. Il y a cette idée de Siri extension qui serait lancée sur l'App Store, qui te permettrait d'installer ChatGPT, d'installer Gemini. Et ça, c'est cool, chaque IA aurait une voix différente. Donc quand tu parles à Siri, tu reconnaîtrais à la voix qui te parle. Et tu pourrais dire à Siri, je veux que ce soit ChatGPT qui me parle. C'est ça, tu peux dire demande à ChatGPT, c'est ce que tu peux déjà faire d'ailleurs aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bon, ça marche mais pas que très personne bien. ne fait d'ailleurs. Parce que ça marche pas très bien. Il met 1000 ans à répondre, il fait des réponses trop courtes. Donc là, ça permettrait d'avoir plus de perso. Mais ça va être intéressant de voir à quel point ils vont intégrer l'IA au système. Est-ce qu'on va vraiment avoir le fameux mémoire personnelle qui parlait avant ? Donc le fait de pouvoir retrouver des messages il y a 3 ans, analysés par Siri, qui va pouvoir te lire des choses sur toi, tout en protégeant tes données. Maintenant, ça passe sur Google, rappelons-le. Donc, il y a quand même une donne. Après, moi, je pense qu'il passe sur Google, sur l'architecture Google. On n'en parle pas assez, mais c'est la grande force de Gemini. C'est qu'ils ont un génie chez Google le DPU, et ils ont monté leur propre serveur, c'est leur propre techno. Et ils sont pas dépendants d'NVIDIA comme d'autres. Clairement. Ce que me disait Google, je vous fais une petite révélation en avant-première, c'est qu'ils ont une technologie qui s'appelle Private Inference, qui n'a pas encore été énormément mise en avant et qu'Apple mettra en avant à la WWDC, qui permet en fait de faire ce qu'Apple faisait en local pour sécuriser les données sur le téléphone il y a 2 ans, mais sur les STPU de Google. Ce qui fait que du coup, techniquement parlant, on va pouvoir envoyer les données de l'iPhone sur les serveurs de Google, mais complètement chiffrées, traitées et renvoyer une réponse anonymisée, ce qui va permettre à Apple d'avoir dans son narratif malgré tout, vos données sont protégées. Apple va pouvoir changer son discours et dire il y a 2 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, ça l'est. Donc c'est pour ça qu'on change de stratégie. C'est pas parce qu'on s'est trompé. Bon, et c'est aussi parce qu'ils se sont trompés. Mais j'imagine qu'Apple a dû imposer un cahier des charges hyper complexe quand même à Google pour la vie privée. Ils n'étaient pas non plus en position de force. Là, quand même, quand tu vois le train passer, 2e, 3e, tu dis bon là, il faut... Ouais, mais c'est Apple, tu vois. Pour Google, c'est un client important. Ils sont déjà, de toute façon, ils sont déjà en partenariat sur la recherche, sur le moteur de recherche de bien sûr. Donc, et de Safari. Je pense que là-dessus, ça s'est fait en toute intelligence. Est-ce qu'on va avoir du hardware qui sera présenté lors de cette keynote Moi, je pense que non, parce que tout nouveau hardware actuellement est dépendant de Siri, et Siri sera en bêta là, mais en disponibilité publique. Parce qu'on parle beaucoup de cet iPad avec une enceinte, tu sais, qui pourrait être un peu la vitrine de cette IA d'Apple qui pourrait arriver. C'est pas, il paraît que ce produit est prêt, est-ce qu'il pourrait être annoncé là ou plus tard. Mais c'est vrai que la WWDC... Bon, il y avait eu le Vision Pro quand même. Tu as eu le Vision Pro, tu avais eu le HomePod, tu as eu des Macs, souvent, des rafraîchissements. Mais tu vois, par exemple, HomePod, Apple TV, HomePad, donc c'est le fameux HomePod avec un écran. Pour moi, ils sont éliminés parce qu'aujourd'hui, avec le Siri actuel, ça serait des très mauvais produits. Si demain, il y a le nouveau Siri qui peut faire des choses à ta place, c'est intéressant. Mais du coup, tu ne peux pas les commercialiser. Peut-être qu'il sera annoncé lorsque le vrai Siri sera lancé. C'est en septembre. Ou tu fais une deuxième keynote en octobre pour annoncer d'autres produits. Il te reste quoi, vu qu'ils ont annoncé plein de trucs en mars-avril, il te reste uniquement des Macs comme le Mac Mini, Mac Studio qui ne sont pas à jour. Mac Mini, Mac Studio qui n'arrivent plus à produire parce qu'ils sont en rupture de stock. C'est dingue. Tu ne vas pas te lancer dans une nouvelle production maintenant avec de nouvelles puces. Donc pour moi, le hardware est totalement éliminé jusqu'à septembre. Il n'y aura pas de nouveaux produits Apple en juin. Je me trompe peut-être. J'aimerais bien me tromper. C'est toujours cool de tester des trucs. Ou sinon ils annoncent et puis pas disponible. C'est ça. Oui. Mais bon, on verra. Siri prend du retard. Juste mettre dans une galère. Juste une chose. Quand est-ce qu'on pourra commencer à tester tout ça si on coche, tu sais, les bêtas téléchargés, on peut imaginer avoir une bêta d'iOS 27 quand ? La bêta développeur, c'est le jour même, qui en vrai est accessible à tout le monde. Il suffit de créer un compte sur developer.apple.com. Maintenant, c'est rarement recommandé. En tout cas, je suis censé, en tant que journaliste, vous dissuader de le faire, même si moi je vais le faire et qu'il y a plein de personnes qui vont le faire. Après la bêta publique, ça sera en juillet. Donc là, c'est le moment où ça s'ouvre. La grosse question, c'est est-ce que le nouveau Siri est dispo dès la bêta 1 ou est-ce que ça arrive plus tard ? C'était le cas d'Apple Intelligence qui est arrivé fin août. Et surtout, est-ce que la France et l'Union européenne vont avoir ces fonctions-là en septembre ?
ou est-ce que nous, c'est du décembre ou 2027 ? Parce que si c'est le cas et si le nouveau Siri il parle qu'anglais, iOS 27 pour nous, ça sera juste 2-3 petites nouveautés, de la stabilité, tout ça. Mais du coup, aucun intérêt à installer la bêta si tu as l'ancien Siri. Pour terminer, un petit rappel, si vous voulez vous amuser à tester les versions bêta, c'est très bien, sincèrement. Sauvegardez par contre avant votre téléphone. C'est la base. La base, c'est sauvegarder. Au cas où il y a un crash. C'est pour revenir en arrière. C'est-à-dire que si tu veux revenir en arrière, c'est possible avec ton ordi, mais il faut effacer le téléphone et ta sauvegarde iOS 27 ne sera pas compatible avec iOS 26. Donc il faut sauvegarder avant. C'est vrai qu'il y a cette crainte de se dire est-ce que tous ces services seront disponibles en Europe ? C'est vrai qu'avec le DMA, le DSA, c'est loin d'être sûr. Loin d'être sûr. Merci beaucoup à tous les deux, c'était top. Merci Nicolas Guyot, merci Nicolas Lelouch, rédacteur en chef de Club Geek, et puis journaliste à Numérama, avec des vidéos, des articles, plein de choses très sympas que tu produis tous les jours. On se retrouvera pour le petit module bonus à la fin de ce De quoi je me mêle. Et vous qui êtes avec nous, ne bougez pas. Dans un instant, on va s'intéresser à la stratégie du constructeur de télé Philips, qui évidemment affûte ses armes avec l'arrivée de la Coupe du Monde. A tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.